Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi cette session plutôt que le buffet qui est là-bas. J'espère qu'il y a plus de gens qui vont arriver une fois qu'ils auront des sandwichs. Je m'appelle Sébastien Stormack, je gère l'équipe de Solution Architects d'Alexa. Je suis basé en Angleterre, c'est pas tout à fait évident quand on m'entend parler. Je suis basé à Londres depuis plus d'1 an et demi et mon équipe et moi-même, on aide des développeurs à créer des applications vocales pour Alexa. Juste un petit sondage, qui a déjà entendu parler d'Alexa ? Tout le monde, parfait. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est, je vais quand même y revenir un tout petit peu et lever le capot. On va vous expliquer comment ça marche pour les développeurs et si les dieux des démos sont avec nous aujourd'hui, j'ai essayé de vous créer une application Alexa là devant vous. Mais bon, vous savez comment c'est les démos quand on est sur un réseau public. Donc je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Bien. Ah oui, d'abord une chose, je suis à peu près tout sûr que vous avez une question pour moi. Donc je vais y répondre à cette question, plutôt je ne vais pas y répondre avant de commencer, comme ça on élimine cette question-là et vous pouvez m'écouter avec l'esprit tranquille. La question que vous avez probablement à l'esprit, c'est quand est-ce qu'Alexa sera disponible en français et en France ? C'est très important pour Amazon d'être présent dans tous les pays où nous avons des clients et dans toutes les langues de nos clients. L'Europe est un marché important pour nous, donc on y travaille. J'ai rien à annoncer aujourd'hui malheureusement, mais restez connectés, vous apprendrez les nouvelles par la presse quand on aura quelque chose à annoncer à ce niveau-là. Voilà, comme ça c'est éliminé, vous ne me poserez plus la question et on peut continuer avec ça. En matière de voix, nous pensons que c'est la prochaine interface pour interagir avec des machines. En fait, notre vision quand on a créé Alexa, c'est de créer l'ordinateur de Star Trek. Vous connaissez Star Trek, l'ordinateur qui est partout autour de nous, qui vous écoute, qui vous aide. C'est un personal assistant, c'est votre assistant personnel qui vit dans le cloud et qui est présent partout autour de vous. Alors aujourd'hui, on a déjà la voix dans la voiture, on peut avoir de la voix dans la cuisine, c'est très pratique. Moi, j'utilise la cuisine presque tout le temps. Alexa, set a timer for 10 minutes. Ouais, je devrais... 10 minutes. Starting now. Pardon. Alexa, ok. Dans 10 minutes, elle va faire Bing. Ça vous montrera que les timers fonctionnent sur Alexa. Pour contrôler les home appliances également, contrôler la lumière, contrôler la température dans une pièce. Quand je rentre chez moi avec mes sacs et mon manteau, Alexa, turn on the lights et les lumières s'allument. C'est un côté un peu magique. Et en fait, si vous réfléchissez à ça, on sait parler, on apprend à parler depuis qu'on est bébé. C'est les premiers mots qu'on dit quand on a quelques semaines, quelques mois. Apprendre à interagir avec un écran et un clavier, c'est quelque chose de beaucoup moins naturel pour les gens. On apprend ça beaucoup plus tard quand on sait lire, écrire. La voix est vraiment la manière la plus humaine, la plus normale pour communiquer entre personnes humaines et nous pensons que les interfaces vocales ont toute leur place. Donc Alexa, c'est un service, c'est un assistant personnel qui vit dans le cloud, sur AWS évidemment. Et puis il y a des tas d'appareils qui peuvent se connecter à Alexa. Et les appareils que nous fabriquons Amazon, c'est la famille Echo, qui a été un peu augmentée il y a quelques semaines. Donc on a l'Echo Dot, qui est à $60 en Allemagne. On a l'Echo normal et maintenant l'Echo Plus, qui a une radio Zigbee qui lui permet de parler avec des ampoules connectées, par exemple. Puis on a les Echo avec des écrans, l'Echo Show, qui a été annoncé pour l'Europe, qui va arriver bientôt en Europe, et l'Echo Spot, qui est une version plus petite, avec un petit écran qui va parfaitement sur une table de nuit, par exemple. Puis on a nos tablettes, évidemment, et les Fire TV. Les Fire TV ont une télécommande où on peut parler aussi à Alexa. Donc ça, ce sont les endpoints, les appareils qui se connectent à Alexa dans le cloud, que nous fabriquons. Mais nous avons aussi, et je vais en parler tout à l'heure, une API qui permet à des fabricants tiers de faire des endpoints Alexa. Donc n'importe quel fabricant d'appareils qui a un micro, un speaker et une carte réseau peut activer Alexa sur son appareil. Et on a Sonos qui vient d'annoncer un nouveau speaker connecté avec Alexa. On a des accords avec BMW et Mercedes qui ont déjà fait des annonces pour des voitures connectées. On a LG qui fait des frigos connectés. Avec Alexa, on peut parler à Alexa dans son frigo, ou en tout cas à son frigo. Il y a des micro-ondes, il y a des lampes de chevet, il y a des radios réveil, il y a des radios portables. Vous citez la catégorie, c'est plus que probable qu'on ait déjà un partenaire qui permet d'intégrer Alexa. Qui sont disponibles en France. Il faut voir avec les vendeurs en question, si LG ou BMW rend ces produits disponibles. Est-ce qu'ils fonctionneront techniquement en France ? Oui, il ne faut pas attendre qu'Alexa parle français. Aujourd'hui, on peut acheter un de ces appareils, par exemple, chez nous ou un tiers, et les connecter aujourd'hui sur un compte Amazon France. Ça marchera en anglais ou en allemand,
ou en japonais, qui est l'autre langue qu'on supporte pour Alexa. Non, vous ne pouvez pas aller sur Amazon.fr et c'est ça, vous ne pouvez pas. Ouais. Non, la valise diplomatique n'est pas nécessaire, mais ouais. Non, sur Amazon.fr aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter. On ne les livre pas sur des adresses françaises. Alors, vous êtes arrivé juste après. Non, j'ai commencé en disant que je n'annoncerai rien aujourd'hui, que c'était important pour nous. On va y arriver, mais je ne peux pas communiquer de date aujourd'hui. Donc au cœur des devices que nous avons là, le monsieur Nattel juste avant moi dans cette salle-ci en a parlé également, on a un array de 8 micros qui écoutent dans plusieurs directions et qui forment ce qu'on appelle un beam. Lorsque je vais parler à Alexa, elle va vraiment écouter dans la direction d'où je viens. Alors ça ne sera pas très visible pour vous, mais quand vous avez la petite lampe bleue qui s'allume là au-dessus, ça veut dire qu'elle écoute. Et il y a sur la partie du cercle bleu un endroit plus foncé qui indique d'où vient le son, et les micros de cette direction-là focus sur d'où je suis. Les autres micros servent à capturer le bruit de fond et à annuler le bruit de fond pour envoyer vraiment le son de ma voix dans le cloud pour une analyse. Et donc ça marche assez bien et d'assez loin. Je peux être à l'autre bout de mon appartement. Bon, j'habite à Londres, c'est un petit appartement, mais elle entend d'assez loin. Alexa, good morning. Good morning, and happy birthday to the King of Comets, Edmund Halley. The astronomer was born on this day in Alexa, stop. 1656. Je ne parle pas dans le micro quand je lui parle parce qu'on a appris en faisant des présentations publiques que la réverbération avec les haut-parleurs et l'amplification perturbe le système de reconnaissance vocale. C'est pour ça que je ne le fais pas. Alexa, play Michael Jackson on Spotify. Playing songs by Michael Jackson from Spotify. Alexa, stop. Je ne peux pas vous mettre plus de 5 secondes parce que sinon ça viole ma licence Spotify. On n'a pas le droit de jouer en public. Enfin, vous avez compris. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. En natif, on peut mettre des timers. J'ai un timer là en cours qui va sonner dans je ne sais pas combien de temps. Alexa, how much time left on the timer? You have one timer, a 10-minute timer, with about 4 minutes and 30 seconds left. Donc on sera interrompu dans 4 minutes et 40 secondes. Alors, comment ça marche tout ça? On a Alexa dans le cloud, qui est un service, et on a essentiellement 2 API qu'on ouvre aux développeurs. La première, j'en ai touché un mot brièvement, c'est Alexa Voice Service. Ça permet à des intégrateurs matériels d'intégrer le service Alexa dans leur hardware. Donc, quel que soit le hardware, à partir du moment où vous avez un micro, un speaker et une connexion réseau, vous pouvez intégrer Alexa. C'est entièrement gratuit, c'est une API HTTP, toute la documentation est sur notre site web, vous pouvez commencer aujourd'hui. Si vous voulez commencer petit à la maison avec un Raspberry Pi, il y a moyen de le faire, il y a des tutoriaux qui expliquent comment partir avec vraiment un minimum de matériel et de créer en quelque sorte votre propre Echo, votre propre endpoint Alexa. L'API dont je vais parler aujourd'hui est de l'autre côté, elle s'appelle Alexa Skill Kit, et Alexa Skill Kit, c'est l'API qui permet à des développeurs de rajouter des fonctions sur Alexa. Donc il y a toute une série de fonctions qu'Alexa supporte out of the box, quand vous l'installez, vous la configurez. Les démos que j'ai faites ici sont des fonctions, ce que nous on appelle 1P, donc built-in sur Alexa, mais vous pouvez créer vos propres applications vocales. Et c'est ça que je voudrais vous montrer et vous montrer comment ça marche aujourd'hui. L'API qui permet de faire ça s'appelle Alexa Skill Kit. C'est également gratuit. Vous pouvez télécharger la documentation, télécharger des SDK et créer votre propre application ce soir dès que vous rentrez chez vous. Donc la manière dont ça marche, c'est quand moi je parle à un appareil qui a Alexa, pas nécessairement un appareil Amazon, un appareil connecté à Alexa. L'appareil va streamer le son de ma voix dans le cloud et c'est là qu'on va faire toute la partie difficile de reconnaissance vocale. Je vais rentrer dans quelques détails dans le slide suivant. À partir du moment où on a reconnu ce que l'utilisateur veut faire, est-ce qu'il veut la météo, est-ce qu'il veut jouer Michael Jackson ou est-ce qu'il veut demander à Ryanair quel est le statut de mon vol,
on va router cette requête sur un web service que vous devez nous fournir. Donc une des choses que vous devez faire en tant que développeur quand vous créez une application pour Alexa, c'est avoir un web service disponible quelque part que nous puissions appeler. On va passer à ce web service l'intent, le souhait de l'utilisateur, et vous allez répondre avec une réponse. Tout ça en mode texte, il n'y a pas de traitement vocal à faire de votre côté. Je vais vous montrer des exemples concrets d'intent et de réponse tout à l'heure. Ce web service peut être hosté n'importe où. Pour du développement, ça peut être sur un laptop. En réalité, vous allez probablement choisir AWS Lambda, éventuellement EC2. Ça peut être dans votre data center. On travaille avec des banques, par exemple, qui choisissent de hoster on-premise. La plupart de nos clients, la plupart de nos développeurs déploient sur Lambda parce que c'est assez simple. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est quoi? C'est 20 centimes par million de requêtes, si je me souviens bien. Donc c'est un moyen très, très efficace en termes de coût et en termes de flexibilité de déployer du code dans le cloud. La réponse que vous envoyez, elle va contenir deux choses. Elle va contenir une partie texte. On va générer la voix d'Alexa dans le cloud et retourner la voix sur le device. C'est la réponse que vous avez entendue. Vous pouvez aussi retourner de l'information graphique. On appelle ça des cartes. Cette information graphique va être montrée dans l'application d'Alexa. Donc sur votre mobile, vous avez des petites cartes qui s'affichent avec la météo, avec le nom ou la pochette du disque de l'artiste que vous avez joué. Si vous demandez un flight status à Ryanair, vous pouvez envoyer le détail du vol avec le logo Ryanair, etc. Et puis n'oubliez pas qu'on a des appareils avec des écrans également, l'EcoShow, l'EcoSpot. Donc vous pouvez renvoyer des informations graphiques qui vont être montrées sur l'écran de l'EcoShow. Donc deux parties dans votre réponse, une partie texte où nous allons générer la voix d'Alexa et une partie graphique où nous allons envoyer le graphique sur l'EcoShow et l'EcoSpot. Alors le voice service, comment ça marche ? Globalement, on a un front-end HTTP, vous nous envoyez depuis vos devices ou nos devices parlent à notre service dans le cloud. Et puis ce service va appliquer toute une série de traitements au son qu'il reçoit. Le premier traitement, c'est le speech recognition. Je crois que j'avais perdu le micro. Automatic speech recognition. Le but de ce service, c'est de traduire un MP3, le son de votre voix, en texte. Donc c'est de transcrire un son en texte. Alors comment on fait ça? C'est un problème qui est assez bien connu en matière de recherche. Ça, c'est mon alarme que j'avais mis par erreur tout à l'heure. Alexa, stop. Alexa, stop. OK. On va décomposer le son en une série de vecteurs avec des transformés de Fourier. Une fois qu'on a des vecteurs, on va associer ces vecteurs à des sons. Il y a des patterns de vecteurs qu'on reconnaît. Les sons vont être découpés en ce qu'on appelle des phonèmes. Un phonème, c'est la plus petite unité lexicale pour former un son. Donc c'est plus petit que des voyelles, c'est des associations de sons. Et puis on couple ça avec un dictionnaire et on va rechercher des séquences de phonèmes qui correspondent à des mots. Donc pour chaque langue qu'Alexa parle, on a un dictionnaire qui nous donne la liste de tous les mots qu'Alexa peut comprendre, qui en général est toute la liste des mots du langage en question, plus les marques et d'autres choses qui ne sont pas nécessairement des mots du dictionnaire. L'output de ça, c'est du texte. Donc l'étape suivante, c'est de passer le texte et de comprendre ce que l'utilisateur a voulu dire. C'est bien de savoir que j'ai dit demande à Spotify de jouer Michael Jackson, mais il faut comprendre que jouer, c'est mon intention, je veux écouter de la musique, que Spotify, c'est ma source de musique et que Michael Jackson, c'est un artiste. Donc il faut passer de texte à des intentions, la compréhension du langage. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est le Natural Language Understanding. On va essayer de comprendre ce que l'utilisateur veut. Est-ce qu'il veut la météo, est-ce qu'il veut de la musique ou est-ce qu'il veut allumer une lampe ? Ça se fait aussi avec beaucoup de machine learning, avec beaucoup d'algorithmes pour arriver à déterminer des mots-clés dans une phrase, à comprendre certaines grammaires, certaines séquences de mots ont plus de probabilité que d'autres. Si je veux allumer les lampes, je vais utiliser une certaine séquence de mots. Si je veux jouer de la musique, ça sera une autre séquence de mots, et ainsi de suite. Donc le sorti du NLU, c'est des intents. Et un intent, c'est essentiellement juste un ordre, comme un nom de fonction. Ça peut être play music, ça c'est mon intent, et Michael Jackson, c'est un paramètre de cet intent. Je vais vous montrer des exemples d'intent tout à l'heure. Une fois qu'on a ça, on peut router l'appel à une skill. Une skill, c'est votre application ou c'est notre application. Si c'est un timer, si c'est la météo, ce sont des skills internes à Alexa, mais ça peut être des skills externes, votre web service que vous hostez sur AWS, Lambda ou ailleurs. Vous nous retournez un résultat.
Ce résultat contient le texte qu'Alexa va prononcer, et ce texte, on le passe à la dernière brique de ce système-là, qui est l'engin de text-to-speech, qui va générer la jolie voix d'Alexa que vous entendez. Et ce son, on va le streamer en retour sur l'appareil qui va jouer la voix d'Alexa. Donc les appareils sont assez simples, au fait. Je répète, c'est juste un micro, un speaker et une carte réseau. Alors il y a beaucoup d'intelligence dans les micros pour capturer le son, isoler le background noise et des choses comme ça. Mais en termes informatiques, en termes IT, en termes de code, il n'y a pas grand-chose sur les devices. Oui. Une question d'un client qui dit est-ce que cette machine n'est pas en train de nous écouter dans la chambre? C'est une très bonne question. Et qu'est-ce qui est l'élément déclenchant de la communication après le temps que nous écoute, quoi. Je répète la question pour l'enregistrement. Donc la question, c'est est-ce que la machine ne nous écoute pas en continu et comment je peux savoir si la machine m'écoute et envoie le son de ma voix dans le cloud ou pas? Un bon résumé de la question. Donc la machine écoute, les micros sont actifs en permanence, mais il ne stream le son de votre voix dans le cloud que quand elle détecte le mot-clé Alexa. Donc quand je dis Alexa, la lumière bleue s'allume ici. Pour ceux qui... Hop. Je ne sais pas si je peux lever ça beaucoup. Alexa. À partir de ce moment-là, le son de ma voix... À partir de ce moment-là, le son de ma voix est enregistré et streamé dans le cloud. Donc dès que la lumière bleue est allumée, elle vous écoute activement, je veux dire. Tant que la lumière bleue est éteinte, les micros n'essaient de détecter que ce qu'on appelle le wake world, qui s'appelle Alexa. Vous pouvez aussi mettre computer, Amazon et Echo. Donc vous avez le choix entre 4 mots-clés. OK? Oui? Je peux répondre en français ou en anglais? En français? OK. Donc la question, c'est comment Alexa peut détecter qui parle à Alexa. On a une technologie aujourd'hui qui s'appelle Speaker ID. Donc Alexa peut... OK, laissez-moi repartir au début. Au début, vous enregistrez ceci sur un compte Amazon. Donc l'appareil est associé à un compte Amazon et par défaut, on part sur le propriétaire du compte Amazon. Donc cet appareil est enregistré sur mon compte. Par défaut, elle va penser que c'est moi qui parle. On vient d'introduire très récemment, il y a quelques semaines, c'est pas encore disponible pour les développeurs de Skill, mais ça va l'être très prochainement, le concept de Speaker ID. Speaker ID, ça va permettre à un développeur de Skill de recevoir un user ID différent en fonction de la personne qui parle. Si c'est moi, ou si c'est mon épouse, ou si c'est mes enfants, la Skill va recevoir un user ID différent. Alors, est-ce que ça suffit pour identifier quelqu'un? La réponse est non. Vous avez juste un ID, on ne va pas vous dire c'est moi ou c'est mon épouse. Ça, c'est votre problème en tant que développeur de Skill, de demander par exemple « Oh, tiens, c'est la première fois que je vous entends, qui êtes-vous? Pouvez-vous me donner votre prénom ?» etc. Mais la Skill pourra, dès que cette fonction sera disponible dans le SDK, détecter quelle est la personne qui parle. Et par exemple, refuser certaines fonctions. Si je veux faire un paiement à ma banque, moi je pourrais le faire, mes enfants ne pourront pas le faire. Si je veux commander de la nourriture ou acheter un ticket de vol, moi je pourrais le faire, mais mes amis bourrés à 2h du matin un samedi soir ne pourront pas le faire pour moi. So do we have two-factor authentication? Est-ce qu'on a de one-time password? Non. Si vous commandez quelque chose sur Amazon.fr, Alexa va vous demander un code PIN que vous pouvez définir dans votre application et vous direz mon code PIN c'est 1, 2, 3, 4. Si vous, en tant que développeur d'une skill, parce que vous êtes une banque par exemple, voulez du two-factor authentication, vous pouvez décider d'envoyer un one-time password sur mon application mobile et demander le one-time password avec la voix et avoir l'utilisateur qui dit mon PIN code est 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Je ne suis pas sûr. On pense qu'une expérience voix uniquement est beaucoup plus naturelle. Et s'il y a un moment dans le flux, dans le dialogue de votre application, vous obligez l'utilisateur à chercher où est mon portable, à ouvrir le portable et à aller lire un message sur le portable, on casse un peu cette expérience voix. Mais on ne va pas l'interdire en tout cas. C'est votre décision de le faire ou de ne pas le faire. Oui. Par exemple, j'ai commandé quelque chose, j'ai le service de livraison qui veut faire son skills aussi. Comment tout
étape, une deuxième étape. Donc, deux questions assez différentes. Donc 2 questions. La première, c'est est-ce que il peut y avoir un autre déclencheur que la voix humaine pour commencer une interaction avec Alexa? Aujourd'hui, la réponse est presque oui. On va sortir dans quelques semaines, et c'est déjà disponible en preview sur un nombre très limité de skills, la possibilité d'envoyer des notifications. Donc imaginez que vous avez un service de livraison à domicile. On travaille en Angleterre avec Just Eat, par exemple, qui est l'équivalent d'Allo Resto ici en France. Quand votre repas quitte le restaurant, leur back-end a la possibilité d'envoyer un message à notre back-end, et nous envoyons un message à Alexa qui va dire « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre resto vient de livrer la nourriture, sortez les assiettes, allumez le four, soyez prêts », enfin quelque chose, enfin ils envoient ce qu'ils veulent. Donc ça va être disponible très prochainement pour tout le monde. Pour le moment, c'est restreint sur quelques skills, on est en train de tester, parce que c'est une expérience qui peut être assez interruptive, parce que vous ne voulez pas nécessairement Alexa qui commence à parler au milieu de la nuit ou quand vous avez des amis à la maison. Donc on fait la différence entre des notifications urgentes et des notifications pas urgentes. On est assez prudent sur comment est-ce qu'on va faire ça. Mais la réponse est oui. La doc est là, le système est là, on va l'ouvrir à tous les développeurs d'ici quelques semaines. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut combiner plusieurs skills entre elles? C'est une très bonne question et on y réfléchit, on a plein d'idées, on voit comment on pourrait le faire. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible, mais pourquoi pas? Rien à annoncer pour le moment. Mais oui, non, les use cases sont là, évidemment, et ça aurait beaucoup de sens. Oui. Donc la question, c'est sur les systèmes de notification, est-ce qu'il y a un système de détection de présence de la personne pour éviter qu'une notification arrive dans le vide quand personne n'est à la maison? Aujourd'hui, non, mais on pourrait imaginer un futur où Alexa est pas uniquement composé de ces appareils, mais utilise aussi d'autres appareils, des caméras de surveillance par exemple, pour détecter votre présence à la maison et qu'elle puisse réagir différemment en fonction de la pièce où vous êtes ou du fait que vous soyez là ou pas. Donc aujourd'hui, non. Dans le futur, pourquoi pas? On peut le faire, mais vous devez le développer. Bien sûr. Bien sûr, si la skill a accès à d'autres objets connectés dans la maison, vous pouvez déjà le faire en tant que développeur tiers. Ce n'est pas inclus dans le service Alexa aujourd'hui, mais pourquoi pas? Il y a aussi un système d'autorisation pour les notifications, exactement comme sur les applications mobiles. Vous devez donner votre autorisation pour qu'une skill vous envoie des notifications, parce que vous ne voulez pas nécessairement être dérangé par des notifications qui ne vous intéressent pas. Alors, quand vous allez concevoir une application pour Alexa, une skill, la partie la plus challenging, je n'ai pas envie de dire difficile parce que ça peut faire peur, mais là où vous allez passer le plus de temps, et la chose qui est la plus nouvelle et qu'il faut apprendre, c'est comment construire une interface vocale. Vous savez probablement comment construire des interfaces web depuis plus de 20 ans, des interfaces mobiles depuis 10 ans, des interfaces vocales, c'est assez nouveau, ça a 2 ans. Et il y a plein de choses qui fonctionnent, d'autres choses qui ne fonctionnent pas avec la voix, qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre à maîtriser. Par exemple, la voix n'est pas un bon moyen pour rechercher dans un très grand catalogue de sujets et sélectionner un sujet particulier. Par exemple, pour Just Eat, Allo Resto, chercher sur des menus de restaurants, sur plusieurs milliers de restaurants dans différents types de cuisine, c'est extrêmement challenging pour la voix. Si vous avez un énorme catalogue de je ne sais pas quoi, d'adresses ou des choses comme ça, chercher de l'information, découvrir de l'information par la voix, c'est pas facile. C'est toujours plus facile d'avoir une liste à l'écran avec une dizaine de résultats de recherche plutôt que d'énumérer une dizaine de résultats de recherche et demander à l'utilisateur de se souvenir de la liste qu'on lui a donnée. Donc il y a des choses qui marchent bien par la voix et des choses qui marchent moins bien. Et c'est pas la faute d'Alexa, c'est juste que la voix n'est pas nécessairement le bon moyen, pour aujourd'hui en tout cas, pour accéder à certains types d'informations. Donc trouver le bon use case, la bonne approche au use case qui fait que ça sera facile, que vous allez effectivement rendre un service à votre utilisateur, que vous allez fournir une fonction qui soit utile, c'est probablement le premier challenge. Et concevoir cette conversation de manière à être directe, d'aller directement au but, où je puisse en un minimum d'échange arriver à obtenir la pièce d'information dont j'ai besoin. Ce n'est pas nécessairement intuitif pour nous qui travaillons dans l'IT depuis plusieurs années. Ce n'est pas une interface web. Il ne faut pas essayer de repliquer toutes les fonctions de votre site web sur une skill Alexa ou toutes les fonctions de votre développement mobile. Je prends l'exemple de Netatmo avec lequel on a travaillé. Vous connaissez Netatmo, les stations météo connectées, une société française. Je peux lui demander, Alexa, ask Netatmo what is the temperature outside. Et elle va me répondre, the outside temperature is
8 degrees. Point. Au départ, il pensait redémarrer un dialogue. Est-ce que vous voulez savoir autre chose? Parce que j'ai aussi une station qui mesure la pluie, une autre qui mesure le vent, etc. Et on les a guidés en disant « Non, si on vous demande la température, donnez la température, point, c'est l'information que j'ai besoin. » S'il y a 15 questions pour arriver à cette information-là, ce n'est pas nécessairement utile. En revanche, si je démarre la skill en disant « Alexa, open NetAdmo », là, moi, en tant qu'utilisateur, je ne donne pas d'indication à la skill. Et donc là, NetAdmo réengage. Et je peux vous aider à vous donner la température, la pression, ou ceci ou cela, que ce que vous voulez. Et donc là, il pose des questions pour me naviguer à travers plusieurs choix pour arriver à l'information que j'ai envie d'avoir. Donc cette conception du dialogue, c'est là où vous allez passer le plus de temps. Essayez de ne pas en mettre de trop, restez simple, identifiez les bons use cases qui ont un lien avec votre application ou votre service. Essayez de rester le plus naturel dans la conversation. Alexa est vraiment magique quand on peut lui parler comme si c'était un ami dans la pièce. Et vous allez voir, si vous avez Alexa chez vous, très vite vous allez dire « elle m'a fait ça, tiens, elle m'a fait sourire ». Ça devient un membre de la famille, ça devient quelqu'un qui est toujours là dans la cuisine, dans le salon et à qui on peut parler. Donc évitez tout ce qui ne sonne pas comme une conversation. J'ai travaillé avec une banque en Angleterre, je suis désolé, c'est toujours le même exemple que je donne, mais j'ai travaillé avec une banque en Angleterre où leur premier design de conversation, c'était « si vous voulez connaître le solde de votre compte, dites 1. Si vous voulez faire un paiement, dites 2. » etc. Non, désolé, ce n'est pas une conversation. Et le conseil qu'on donne à nos clients, c'est essayer de concevoir cette conversation en faisant un jeu de rôle. Mettez-vous dans une salle de réunion, il y en a un qui fait le rôle d'Alexa et l'autre qui fait le rôle du client. Et entamez une conversation. Et voyez ce qui sonne comme une conversation et ce qui ne sonne pas comme une conversation. Je me suis battu avec une banque en Angleterre parce qu'à la fin du dialogue, ils disent « Ok, vous allez être déconnecté de notre système ». Je suis désolé, si je vous parle, vous n'allez pas me dire « Vous êtes déconnecté, maintenant, vous pouvez faire autre chose ». Bon, ils ont gagné. Au final, c'est vous qui choisissez. On ne peut pas vous imposer quelque chose. Mais voilà, on sait ce qui est bien reçu par les clients. On pense savoir ce qui est bien reçu. On apprend tous les jours. Et des petits détails comme ça peuvent changer vraiment l'expérience utilisateur. Core Business Functionalities as a minimum. J'ai rencontré un journal en Angleterre il y a 1 an et demi. Ils voulaient faire une skill avec des recettes de cuisine, alors que c'est un des grands journaux équivalents du Monde ou du Figaro ici. On leur dit, très bien, vous êtes peut-être fort sur les recettes de cuisine, mais si quelqu'un voit votre logo, votre marque sur Alexa, les clients vont s'attendre à avoir les news d'abord, avant les recettes de cuisine. Donc faites peut-être les recettes de cuisine en V2 et concentrez-vous sur votre core business d'abord. Là, je vais rentrer dans la technique un tout petit peu, vous montrer comment développer une skill. 2 parties, une partie web service, fonction lambda. C'est très simple, hein. C'est un web service qui doit être capable de recevoir un document JSON en entrée et de répondre avec un document JSON en sortie. Donc techniquement, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas là qu'est la complexité. L'autre chose, c'est la partie que vous devez nous donner dans le développeur portal d'Alexa, qui est la configuration de la skill et surtout la partie voice model. Vous devez définir dans votre skill quel va être le dialogue avec les utilisateurs, quelles sont les phrases, quels sont les paramètres du dialogue. Donc on coupe ça en 4 parties. La première partie qu'il faut comprendre, c'est les invocation names. Pour le moment, c'est des exemples en anglais. Un jour, ça sera traduit en français également, mais vous dites toujours Alexa, c'est le wake word. Ensuite, un verbe, ask, open, tell, launch, play. Tous ces verbes ont le même poids, ont la même signification. Et ça veut juste dire fais quelque chose. Ensuite, il faut demander à quel skill on veut faire quelque chose. Ask Justy to reorder food, or ask Uber to get me a taxi, or ask National Rail for my commute. Donc ce nom-là, en blanc, c'est le nom d'invocation de votre skill. C'est le nom que les utilisateurs devront donner pour pouvoir démarrer votre application, votre skill. Typiquement, ça va être le nom de votre marque ou de votre service. Si c'est une marque, on va évidemment vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la marque pour que vous puissiez l'utiliser. Donc n'ayez pas peur que quelqu'un squatte votre nom sur Alexa, comme il y a des gens qui le faisaient il y a une dizaine d'années sur des noms de domaine. Ensuite, vous, développeurs, vous devez nous donner la liste des intents que votre skill va supporter. Je prends l'exemple de Just Eat, order food, check status of an order. Bon, ils font un peu plus que ça, mais au minimum, je veux pouvoir vérifier le statut d'une de mes commandes et passer une commande. Et donc un intent, c'est jamais qu'un nom, c'est comme une fonction, dans n'importe quel langage de programmation, c'est un nom, vous choisissez le nom,
et éventuellement une liste de paramètres. Check status, il n'y aurait pas de paramètres. En revanche, si je dis order food, là, il y a au moins un paramètre qui est le type de food, le type de nourriture que j'ai envie d'avoir, libanais, italien, grec ou autre. Donc, vous choisissez le nom du paramètre et le type du paramètre. Le type, ça peut être un type à vous. Cuisine, c'est un type que Just Eat a inventé avec une liste de valeurs. Mais on a des types built-in également, comme les prénoms, les villes, les pays. Et on est en train d'agrandir cette librairie de types built-in à plusieurs centaines de types, comme les noms des albums, les noms des artistes, les noms des films, les noms des aéroports. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Enfin, on a vraiment des centaines et des centaines de types prédéfinis. Si vous n'utilisez pas un de nos types prédéfinis, vous devez nous donner une liste des valeurs possibles pour ce type-là. 50 000 valeurs pour le moment, qu'on étendra très bientôt à 500 000 valeurs. Donc ça peut être un dictionnaire assez grand de valeurs possibles. Pourquoi vous devez nous donner ça ? De nouveau, c'est pour essayer de guider notre système de speech recognition. On va essayer de matcher ce qu'on entend, le son de votre voix, sur un des mots de la liste pour augmenter les statistiques, les probabilités de reconnaissance vocale. Ensuite, vous devez nous donner ce qu'on appelle des sample utterance, c'est-à-dire pour chaque intent, order intent, status intent pour Just Eat, vous devez nous donner une liste aussi exhaustive possible de toutes les manières qu'un client pourrait invoquer cet intent-là. Par exemple, si je veux checker le statut de ma commande sur Just Eat, il y a 15 000 façons différentes de le dire en français. Alexa, demande à Just Eat quel est le statut de ma commande. Quel est le statut de ma commande, s'il te plaît? Alexa, où est ma nourriture? Alexa, quand est-ce que ça arrive? Alexa, est-ce que tu as des nouvelles de ma commande? Etc., etc. Vous voyez l'idée? C'est plein de variations sur le même thème. Au plus vous nous en donnez, au plus précis sera le speech recognition, au mieux on pourra matcher ce qu'on entend sur un intent. Donc cette liste, faites-la la plus longue possible, la plus grande possible. Alors en général, nos développeurs ne tapent pas cette liste à la main. Ils utilisent des scripts, on peut vous fournir des scripts, il y en a en open source sur GitHub, où vous nous donnez un template avec les mots, les permutations, etc. Et puis on génère des centaines, voire des milliers de sample utterance pour un intent. Yep. Et donc la question, est-ce que cette liste doit être différente ou la même pour tout, par langage? Non, il faut une liste différente par langage, parce que les mots ne seront pas les mêmes. On ne fait pas la traduction pour vous, si c'est la question. Donc si vous faites une skill en français, vous devez nous donner la liste en français. Si votre skill fait français, anglais, américain et anglais-anglais, vous devez nous donner 3 listes, sachant qu'anglais-anglais et anglais-américain, ça sera à peu près la même chose. Mais si vous voulez faire le japonais, vous pouvez nous donner une nouvelle liste pour le japonais. OK ? Donc au final, vous avez des sample utterance, je regarde juste combien de temps j'ai, des intents et des slots. Donc ça, c'est un schéma JSON, ça, c'est un fichier texte ou un fichier JSON avec la liste de sample utterance. Dans une sample utterance, il peut y avoir une référence, évidemment, vers le slot, vers le paramètre. Reorder my last whatever, type est de type cuisine, et cuisine c'est lebanese, chinese, vietnamese, italienne, etc. Donc ça c'est les 3 artefacts qui permettent de créer ce qu'on appelle un Voice Interaction Model, et c'est la partie que vous devez donner dans le développeur portal d'Alexa. Ensuite, votre skill va recevoir différents types de requêtes. J'en ai déjà brièvement touché un mot sans les nommer. Je peux, en tant que client, soit lancer la skill sans dire mon intent, Alexa open Just Eat, et vous allez recevoir un launch request, mais je n'ai pas dit ce que je veux faire, moi en tant que client. Donc c'est à vous, à la skill, de réengager sur un dialogue. Et bienvenue sur Just Eat, je peux vous aider à faire ça, ça ou ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc vous posez une question pour raffiner le choix de l'utilisateur et le guider à travers les différentes options possibles dans la skill. Ou alors, si je suis un utilisateur chevronné, je peux aller directement sur un intent spécifique. Donc je peux dire Alexa, demande à Just Eat de me recommander mon dernier libanais. Ou Alexa demande à Netatmo la température dehors. Ça, c'est ce qu'on appelle un one-shot intent. Vous allez recevoir non seulement une invocation qui dit que je veux démarrer la skill, mais en plus, vous savez ce que je veux faire et vous avez les paramètres dans la requête. Éventuellement, en fin de dialogue, session ended request.
Une request, ça ressemble à ça. Donc vous avez le type de request, launch ou intent. Vous avez une longue string qui est la request ID, qui est unique chez nous, le timestamp, en GMT toujours. Le nom de l'intent, ça c'est le nom que vous avez vous défini dans le Voice Interaction Model. Et puis vous avez la liste des slots, copy-paste ici, c'est pas movie name, c'est cuisine type. J'ai adapté d'un autre exemple. Vous avez la locale également qui dit dans quelle langue on a parlé, en tout cas dans quelle langue l'appareil est configuré. Est-ce que c'est en anglais, en américain, en japonais, en indien, en allemand, qui sont les langues qu'on supporte aujourd'hui. Et là-dessus, vous nous donnez une réponse. Et la réponse, c'est essentiellement un texte. Il y a un système de balises qu'on appelle SSML, Speech, Synthesis Markup Language, quelque chose comme ça, qui vous permet de changer parfois le rythme ou l'intonation d'Alexa en fonction de vos souhaits. Mais dans sa forme la plus simple, c'est juste une balise de speak avec le texte que vous voulez qu'Alexa réponde. Your last Lebanese was chicken shawarma. Do you want to order this again? Et vous contrôlez la session. Est-ce que la session reste ouverte, c'est-à-dire qu'Alexa va continuer d'écouter et attendre une réponse, ou est-ce qu'au contraire, la session se termine et Alexa arrête de vous écouter? Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du code? Il me reste 10 minutes, ce qui tombe bien, parce que je n'ai pas besoin de plus pour écrire une skill, en théorie. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran. Donc, j'ai deux tabs ouverts ici. Un premier tab, c'est le portal de développement d'Alexa. Donc je pourrais créer une skill en faisant un copy-paste de modèles dont j'ai parlé avant dans la partie développeur d'Alexa. Donc l'adresse, c'est developer.amazon.com. Developer.amazon.com. Et vous voyez la liste des skills que vous avez. Pour le moment, j'en ai qu'une pour une conférence à venir. Pour créer une skill, je peux soit aller dans la console ici et cliquer Add New Skill et puis répondre à plusieurs questions. Mais récemment, on a inclus une API, donc je peux programmatiquement générer une skill, ou je peux intégrer en tout cas les aspects liés à ma skill dans une chaîne de développement, d'intégration continue. Donc, comme sur AWS, on a une ligne de commande qui permet de générer une skill. Elle s'appelle ASK, Alexa Skill Kit, Ask, et je vais juste dire New pour créer une nouvelle skill. Il me demande le nom, TD. Ça, c'est le problème quand on fait des démos. TD. Et donc là, la ligne de commande me génère l'ensemble des artefacts pour créer un squelette d'une skill. Donc il va créer le Voice Interaction Model, il va créer une fonction lambda, et je n'aurai juste qu'à déployer ce code sur le cloud. Alors on va jeter un coup d'œil au code, mais pendant qu'on fait ça, je vais lui demander de déployer. Donc le déploiement, ça va vraiment créer la skill sur le portal développeur d'Alexa, et ça va créer la fonction lambda sur AWS également. Donc pendant qu'il fait ça, jetons un tout petit coup d'œil. Oups. TD. Donc ça, c'est la première partie, si j'arrive à rescroller, de ma skill. C'est le Voice Interaction Model avec le nom d'invocation, Hello World, la liste des intents que je supporte. Alors, il y a certains intents built-in, comme cancel, help, stop. Et puis, un Hello World intent avec plusieurs simple utterances. Hello, say hello world, etc., etc. Ou je peux dire aussi My name is Sebastian, et ça sera mappé sur My name is intent, qui a un paramètre qui est de type first name, donc un prénom. Et le code lambda est extrêmement simple. On a une série de fonctions, et en fonction du type d'intent qu'on va recevoir, c'est cette fonction-là ou cette fonction-là qui sera appelée. Donc on a un SDK qui permet de faire la glue à bas niveau, qui va trapper le document JSON que je vous ai montré sur l'écran et appeler certaines fonctions spécifiques en fonction du nom de l'intent. Donc ici, l'exemple est en Node.js, en JavaScript, déployé sur AWS Lambda.
Et en fait, j'ai oublié de faire quelque chose. Par défaut, ma skill, elle ne fait que de l'anglais, et que de l'anglais américain. Et moi, j'aurais besoin de l'anglais anglais parce que mon appareil là est configuré en anglais. Donc, je vais rajouter un modèle anglais. Heureusement, c'est la même langue entre américain et anglais, donc je ne dois pas traduire, je copie juste, je change le nom. Et je voudrais rajouter dans ma skill le fait qu'elle parle anglais également. Voilà. Comme ça, ma skill parlera non seulement américain, mais aussi anglais. Je lui redemande de redéployer cela. Pendant qu'il redéploie, on peut aller voir sur la console Lambda, et on va voir qu'il y a une nouvelle fonction Lambda qui a été créée il y a 2 minutes. 2 minutes ago. As custom TD default. Donc, ma ligne de commande a créé la fonction Lambda avec le code Node.js que je vous ai montré. Et ses dépendances. Et en principe, si je rafraîchis cette console-ci, je vais voir qu'il y a une skill TD qui a été rajoutée, qui parle bien English US, et il faut me croire là que c'est UK qui est juste après, à la place des 3 petits points. Et si je demande le détail là, j'aurai bien mon nom d'invocation Hello World dans les 2 langues. J'aurai bien ma configuration qui va vers ma fonction lambda. Et la seule chose que je dois faire graphiquement dans la console aujourd'hui, que je ne peux pas faire à travers la ligne de commande, c'est d'activer le test sur cette skill. Alors, la test, je peux le faire dans la console de développeur en disant Hello World. Et donc, on va voir la requête qui est envoyée à votre skill et la réponse qui est envoyée par la fonction lambda. Donc, vous pouvez déjà tester dans la console de développement. Vous pouvez aussi tester à partir du simulateur en ligne de commande. Donc, si vous avez de l'intégration continue et que vous avez des tests de régression automatique, par exemple, vous pouvez juste utiliser la commande ask simulate. Vous donnez une locale, un texte, Alexa, tell hello world, I am Seb. Et si tout va bien, il devrait créer une simulation, soumettre la simulation et répondre avec le résultat de la simulation. Mais évidemment, c'est une démo, donc tout ne marche pas toujours comme on le veut. Mais vous avez l'idée. En principe, c'est comme ça que ça marche. Alors, du coup, comme la simulation ne marche pas, je ne suis pas certain qu'avec Alexa, ça devrait marcher. Ça marche avec les deux, j'ai essayé, mais ouais. Alors, on va rapidement voir si on peut changer quelque chose. Interaction model, skill information. US, c'est hello world, et English, c'est sample invocation name. Ah, grave erreur. Thank you. Hop. Hop. Expect race, TD, description. Anyway. Ouais. Et donc là, je suis bien sur English, c'est Hello World, et US, c'est Hello World. On va réessayer une dernière fois ça, mais sinon, vous avez l'idée. Et on peut essayer aussi sur l'appareil. OK. C'était juste que le modèle n'était pas encore complètement construit. Donc, on a la réponse qui est envoyée par la skill Hello Seb. So, thank you for the online debugging. Alexa, tell Hello World, I'm Sebastian. Hello, Sebastian. Donc la skill fonctionne.
Donc voilà, tout ça pour vous montrer que développer des skills, c'est pas très compliqué au niveau technique. C'est jamais qu'une fonction lambda qui doit recevoir un document JSON, renvoyer un document JSON, plus le modèle d'interaction avec la liste des sample utterance, les slots, la liste de vos intents. La partie qui est vraiment amusante pour développer des skills, c'est concevoir cette conversation, concevoir cette interface vocale, qui est quelque chose de nouveau qu'on doit apprendre, et voir ce qui marche bien pour les utilisateurs ou ce qui marche moins bien, et essayer de raffiner, d'itérer rapidement à partir de là. Voilà. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? 1 minute. On prend encore 2-3 questions, mais sinon, de toute façon, je reste ici après. Maybe go lower than that interface. I mean, if I didn't have a way to make it more intelligent, to not put all these translations, but what I would need it would be the sentence in a pure form, or even better, the sentence in the total form, so this transcription. Is it possible to write an extension having that stuff as an input? Donc la question, c'est si on ne veut pas descendre à ce niveau-là, mais qu'on part de plus haut niveau avec un script de dialogue, par exemple, ou des phrases, est-ce qu'on peut générer des skills pas avec des outils que nous fournissons. J'ai déjà vu des outils sur GitHub qui permettent de faire ça. Vous définissez votre dialogue sous forme de texte, comme une pièce de théâtre, et ça génère une skill automatiquement qui permet de suivre ce dialogue. Après, il faut mettre de l'intelligence dans la skill, appeler votre back-end, votre API, donc c'est toujours plus compliqué que ça. Mais pour un prototype, par exemple, ça serait une bonne solution. Ah. Donc la question c'est, est-ce que vous pouvez avoir du freeform texte et ne pas devoir prévoir les intents, les slots, les sample utterance et plugger un moteur d'intelligence artificielle pour faire votre propre analyse de ce que l'utilisateur a dit et réagir dynamiquement au runtime sur ce que l'utilisateur a dit? La réponse est non, pas aujourd'hui. Alexa est un service où on vous donne à la fois le speech recognition et le NLU. Il n'y a pas moyen de séparer les deux. Il y a certains use cases où ça pourrait faire du sens, donc c'est quelque chose à laquelle on réfléchit aussi pour le moment, mais il n'y a rien de décidé pour le moment. C'est une bonne question aussi. Donc la skill, pour le moment, elle est disponible uniquement sur mon compte. Et donc tous les appareils connectés à ce compte-là peuvent utiliser cette skill-là. Donc c'est lié à mon compte Amazon. Pour publier une skill et qu'elle soit disponible pour tout le monde, on a un skill store. Vous devez soumettre votre skill pour vérification. Nous, on va vérifier que la skill fonctionne comme vous le prétendez qu'elle le fait, qu'elle ne viole aucune de nos policies, qu'elle soit OK en termes de sécurité, etc. Et si tout est OK, alors on publie la skill sur le skill store. Donc il y a une petite étape de vérification de 3 jours en général pour avoir un feedback de l'équipe de certification. Et ce fameux store, au final, chaque utilisateur doit se le rajouter sur son propre style, ou juste au bout d'un moment, quand on pose la question, En fait, vous avez une application Alexa sur votre portable ou sur le web qui liste par catégorie et avec des promos l'ensemble des skills disponibles. Il y a plus de 22 000 skills disponibles aux US pour le moment, à peu près la moitié en Europe. C'est une application mobile. Vous pouvez aussi enabler par la voix. Si je dis Alexa Open Radio Player, même si la skill n'est pas enablée, elle sera activée automatiquement sur mon compte. Alexa, stop. Voilà, merci pour votre intérêt et vos questions. Et on peut prendre plus de questions offline dans le couloir.